Hey, bonjour tout le monde! Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce lundi 23 octobre 2023. Juste vous rappeler que c'est l'Halloween dans une semaine, alors j'espère que tout le monde a acheté son déguisement. Est-ce que tout le monde est prêt? Du moins, moi, mes enfants sont prêts. Écoute, ils ont acheté plein de décorations, plein d'affaires pour mettre ça à la maison. Ici, aux États-Unis, l'Halloween, c'est une méga grosse fête. Alors, on fête ça en grand. Si vous me suivez, d'ailleurs, je vais même faire des petits posts là-dessus. Vous allez pouvoir voir ça. Juste vous dire, je suis super heureux aujourd'hui. Je suis en compagnie de Jean-François Génina de Deltoïde. Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Simon. Merci. Moi aussi, je suis heureux. Je suis heureux d'être ici ce midi. Juste dire de quoi, là, Jean-François, il a été un amour. Il était dernière minute, je cherchais quelqu'un pour faire l'entrevue, puis Jean-François a fait comme hey, écoute, Simon, je peux te dépanner. Fait que, écoute, un super gros merci, Jean-François. Vraiment, là, ça, c'est des qualités que j'aime d'un entrepreneur, quelqu'un qui est capable de rebondir rapidement. Tu sais, tu montres vraiment déjà que tu es quelqu'un qui est dans l'action, qui est prêt à des rebondissements. Fait un gros merci. Écoute, je t'envoie une, j'ai bien C'est apprécié bon. que tu viennes dernière minute me rencontrer. C'est très apprécié. Juste avant de commencer à te poser des questions, on rappelle dans le fond le pourquoi du comment on fait des lives en ce moment. Donc, c'est le défi 75 Hard édition LinkedIn. C'est quoi 75 Hard? C'est un défi pour les entrepreneurs qui sert dans le fond à se remettre en santé physiquement et mentalement. C'est une initiative de James Martel, qui est un investisseur immobilier. On a eu de la chance de le rencontrer la semaine dernière. Donc, James voulait ajouter une section LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que les entrepreneurs québécois n'utilisaient pas assez LinkedIn. Il voulait, dans le fond, qu'on puisse exploiter le plein potentiel de la plateforme. Donc, James m'a lancé un défi. Il a dit, Simon, il dit, je veux que jusqu'au 31 décembre, tu animes le midi une entrevue avec un entrepreneur québécois qu'on va pouvoir propulser, qui va pouvoir avoir de la visibilité sur LinkedIn. Comme ça, on va faire une pierre deux coups, on va éduquer les gens, on va partager de l'information, puis on va donner de la visibilité à des entrepreneurs. Donc, j'ai décidé de relever le défi et c'est tout un défi parce que ça fait beaucoup de planification en plus de notre horaire chargé d'entrepreneurs, Jean-François. Mais résultat, j'adore le concept, j'adore l'expérience, on a beaucoup de plaisir. Euh, en gros, c'est quoi, tantôt, Jean-François me disait, c'est quoi, Simon, le 75 Hard? Donc, c'est un défi de remise en forme. En gros, tu dois faire 2 périodes d'activité par jour de 45 minutes séparées de 3 heures. Exemple, une marche le matin de 45 minutes, une marche le soir de 45 minutes. Ça peut être d'autres sports, badminton, nage, peu importe. L'important, c'est que tu fasses ton 1 heure et demie d'entraînement par jour. Il faut boire quasiment 1 gallon d'eau. Donc, c'est énorme. C'est une grosse quantité. Donc, on boit une grosse cruche d'eau par jour. Ça fait une détoxication du système. Il y a même des gens qui ont arrêté. Je pense à James, il a arrêté de boire du café. Il disait, hey, pour être capable de boire toute mon eau, j'ai arrêté de prendre le café. J'avais plein d'énergie. C'était hallucinant. Donc, dans ce défi-là, les gens perdent énormément de poids. Je ne te le cache pas. C'est 75 jours comme ça. Il y a des mais, par exemple. On ne peut pas prendre d'alcool durant les 75 jours. Ça n'est pas facile pour tout le monde, y compris moi. J'aime bien avoir mon petit cocktail de temps en temps. Donc, résultat, ça fait partie du défi de 75 jours. On a aussi ceux qui lisent pas beaucoup et on doit lire un livre. Donc, on doit lire un minimum de 10 pages par jour je dis un roman. On va y aller avec plus, dans le fond, un livre sur de croissance personnelle ou encore d'entrepreneuriat. Exemple, on pourrait lire un livre sur Elon Musk, peu importe, ou sur comment fonctionne le capitalisme moderne, le marketing, peu importe. Donc, on fait cette lecture-là à chaque jour. Donc, c'est ce qui fait, dans le fond, une croissance personnelle et une croissance, dans le fond, également de sa santé physique. Donc, c'est ça le fameux défi 75 Hard. James, le matin, il fait son premier appel à 6 heures du matin sur Zoom. Puis, on est dans la deuxième partie. Donc, les gens, en ce moment, on est en direct de la page 75 Hard sur Facebook. Donc, les gens peuvent nous voir également, puis peuvent nous poser des questions. D'ailleurs, tous ceux qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre en direct. Maintenant que nous avons expliqué le tout, je commence déjà, dans le fond, à te poser des questions. J'aimerais savoir, Jean-François, c'est quoi ton cheminement professionnel? Qu'est-ce qui te mène à être devant moi en ce moment, ce midi, à quelques minutes de préparation, à faire une entrevue avec moi? Ben écoute, ça fait plus que de 20 ans que je fais des TI, que je suis dans l'industrie des TI.
J'ai débuté ma carrière les 10 premières années, là, à peu près. J'ai été chargé de projet, donc j'ai fait une panoplie de projets, principalement des projets en commerce électronique. Mais tu dois te douter, là, il y a 20 ans, le commerce électronique, c'était pas très, très à la mode. Et puis, donc, j'ai fait plein d'affaires. J'ai travaillé pour Air Canada, j'ai travaillé pour plein d'agences, j'ai travaillé pour j'ai fait beaucoup au début de ma carrière des sites Star Academy, Occupation Wow! Double. J'ai été derrière ces sites-là. Salut Bonjour, j'ai fait une refonte de Salut Bonjour. Donc, ça m'a amené dans le e-com. Et puis, par la suite, ben, j'ai vraiment transitionné vers la gestion d'équipe, j'ai géré plusieurs équipes de développement. Je n'étais pas directement, même si je l'ai fait dans le passé, je n'étais pas Scrum Master ou je n'étais pas chef de projet. J'étais vraiment directeur des opérations, directeur du bureau de projet, chef des opérations. Puis dernièrement CEO, toujours dans des agences de services professionnels. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai fait ça dans les 10 dernières années. C'est mon parcours. J'ai aidé plusieurs leaders à cheminer à travers ces entreprises-là, puis aussi à faire performer les entreprises, les agences TI à Montréal, principalement à Montréal et Québec également. Excellent. Donc, c'est là qu'on arrive, dans le fond, au point. Pourquoi avoir parti l'entreprise Deltoïde? Puis, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu offres comme service? Ouais, il est arrivé un temps où je me suis posé la question, est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que je me réinvente pas un peu? Puis oui, ben, j'ai essayé de me réinventer, j'ai essayé d'essayer de trouver qu'est-ce qui me passionnait réellement dans le travail de chef des opérations dans ces agences-là. Puis ce qui me passionnait, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les leaders puis voir le potentiel dans les gens. Je ne suis pas un coach en leadership, mais je pense avoir le pouvoir de déceler le potentiel chez les gens, les bons gestionnaires, ceux qui sont capables de vraiment déceler leur force à eux, mais au travers de toutes les méthodologies de développement. J'ai un parcours qui est, tu sais, j'ai parlé de chef de projet, mais j'ai Oui. un parcours aussi en agilité. euh, puis j'ai plusieurs certifications. J'ai plusieurs certifications aussi dans des approches plus conventionnelles, mais où également, dans mon approche, je me dis pragmatique. Je ne suis pas un agiliste, loin de là. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte l'agilité dans les entreprises, même si c'est ce que les entreprises ont besoin, c'est ce qu'on va apporter. Mais j'ai davantage quelqu'un qui va essayer d'aller analyser avec le leader. On va essayer d'analyser c'est quoi l'environnement de travail, l'environnement global, de regarder holistiquement c'est quoi les besoins de l'organisation, c'est quoi les besoins de ses équipes de travail. Puis après ça, essayer d'aller chercher l'approche qui convient le mieux. Fait que si c'est une approche agile, fine, mais si c'est une approche qui est plus conventionnelle parce qu'ils ont des besoins plus conventionnels, bien, essayons de les appliquer. Fait que j'ai cette panoplie-là de boîtes à outils. Là, je dirais qu'en termes de gestion des opérations des agences TI, j'en connais beaucoup. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans mon parcours avec les leaders, ben, on va essayer de leur faire découvrir cette boîte à outils-là. Parfait. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de leaders en TI qui n'ont pas fait justement les HEC, qui n'ont pas fait les cours justement comme, je ne sais pas, justement les cours d'agilité, DevOps ou encore ITIL. Et sinon, dans le fond, toutes les. Je ne me rappelle pas, dans le fond, Lean Six Sigma, les ceintures. Donc, Exact. toi, dans le fond, tu es là pour amener ce bagage-là justement à l'entrepreneur en TI. Là. Oui, exact. Et mon approche, elle est beaucoup. Il y a une des. Ce que tu nommes là, comme approche ou comme diversité dans les méthodes de travail, il y en a une qui moi, m'a vraiment beaucoup appelé. C'est le Discipline Agile Delivery. C'est pas très connu. Là. Il y a plus. On parle de scaling dans ce genre de méthodologie-là, mais c'est quand les entreprises veulent optimiser leur croissance, veulent optimiser leur façon de travailler. Puis, il y a des entreprises qui ne cherchent pas nécessairement, bon, là, je mets un bémol, là, mais il y a des entreprises qui ne cherchent pas nécessairement de la croissance. Dernièrement, là, j'ai un de mes clients qui m'a dit, moi, Jeff, si
si c'est faire de la croissance pour faire de la croissance, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que mes gens soient heureux, je veux que mes équipes de travail soient heureuses, je veux que quand j'arrive au travail, toute mon équipe soit heureuse. Ça, pour ce leader-là, c'était ça qui était, c'était le président de la boîte, là, lui, c'était ça son objectif. On the side, oui, il fait de l'argent, puis oui, il veut faire de l'argent, c'est un entrepreneur comme un autre, mais ce n'était pas l'aspect premier. Fait que là, nous, on regarde ensemble dans le discipline Agile Delivery, bien, on va regarder, faire en sorte que quelle approche, quelle méthode va faire en sorte qu'on va régler les bobos dans ces équipes de travail. Ça peut être des défis de release management, ça peut être des défis de synergie d'équipe. Il y a beaucoup dans les agences TI ou dans les agences des produits TI, il y a beaucoup des problématiques où on a à travailler avec divers départements dans l'entreprise. Oui. Ça, c'est des cas qu'on voit souvent. Comment on travaille ces synergies-là dans l'entreprise? Comment on fait en sorte qu'on développe des bons mécanismes opérationnels qui font qu'on travaille ensemble? Là, est-ce que je lague un petit peu, Simon? Non, pas du tout. OK, je me vois laguer un petit peu. Mais OK, si c'est bon. De ton côté, c'est bon. Fait qu'essayer de travailler ces choses-là. Puis moi, je ne prône pas le discipline Agile Delivery. C'est juste ceux qui connaissent la façon de penser de cette approche-là, c'est, je vais te dire ça autrement. Le discipline Agile Delivery, là, les deux chercheurs, quand ils ont travaillé cette approche-là, ils se sont dit, il existe plein d'outils. Il existe plein de méthodologies sur le... Nous, on ne va pas en prôner une. On va regarder, on va prôner le fait d'analyser l'environnement de travail, puis de définir laquelle de toutes celles qui existent sur le marché, laquelle va être la mieux adaptée pour l'entreprise ou pour l'équipe de travail qu'on regarde actuellement. Fait que c'est ça, la discipline. Vraiment flyé, vraiment intéressant comme concept. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Là. Donc, vraiment, là, justement, d'aller choisir le meilleur de toutes les méthodologies de travail, vraiment, vraiment bien. Surtout que, comme tu parlais, avec des équipes variées, des fois, tu as peut-être une équipe, exemple, l'équipe, je cherche les mots en français, l'équipe, dans le fond, au niveau des produits, la réception de marchandises, des fois, ils peuvent être plus en mode, OK, on est plus manuel, puis tu as l'équipe qui était plus intellectuelle, qui est plus en gestion de projet. Donc, tu es capable d'adapter une stratégie qui est variée selon, dans le fond, le profil de l'employé. Oui. Puis, tu sais, dans notre métier, dans TI, on voit souvent la dualité entre l'agilité et le conventionnel. En gestion de projet, il y a beaucoup cette dualité-là. Les Scrum Masters qui prônent un peu l'agilité à tout vent, sans trop réfléchir. Puis là, je ne suis pas tellement dans le jugement de ce qu'ils font. Par contre, puis de l'autre côté, ceux qui sont un peu plus purs, un peu plus purs dans leur façon, tu sais, qui prônent davantage les concepts du PMP, qui vont davantage. Puis bon, le PMP se réinvente. Là, je ne suis pas non plus en train de juger le PMP non plus. Mais essayer de se dire, OK, ben, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas une recette qui fonctionne dans toutes les agences. Il faut analyser l'entreprise, il faut analyser les synergies d'équipe, il faut analyser les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, regarder quels objectifs qu'on va suivre. Parce que souvent, ce que je vois aussi, c'est que j'arrive dans des agences ou j'arrive dans des entreprises, puis les leaders en place, au-delà des comités de direction, ils n'ont pas tant de KPI à suivre. Ils ne se donnent pas tant d'indicateurs clés de performance. Ils ne s'en donnent pas tant que ça, puis ils n'ont pas l'ouverture non plus de se dire, OK, ben, quel KPI que je peux regarder? Tu sais, ça peut être des KPI, mais ça peut être des OKR également, là, peu importe la méthode qu'on va aller chercher, mais comment qu'on se mesure? Ils n'ont pas cette... Tu le sais, Simon, t'es toi-même leader, là, on est tellement dans le quotidien de nos affaires. Là, des fois, il faut faire un step back. C'est pas nécessairement un step back, mais genre juste une pause. OK, on n'est plus dans le quotidien. Là, on essaie de regarder un peu plus loin. On essaie de regarder dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Puis des fois, il y a des... Tu sais, je le vois beaucoup, là, il y a des gestionnaires qui sont même pas dans le 6 mois, ils sont purement dans le quotidien. Dans le moment présent. Ouais. Ça, là, c'est dangereux. C'est tellement dangereux d'être dans le moment présent. Écoute, puis
je te fais un petit partage, une tranche de vie, là. Moi, là, en 2019, je gagne un prix partenaire numéro 1 de Lenovo en Amérique du Nord. Ça va bien, les affaires se lancent, etc. Je décide, dans le fond, d'aller ouvrir aux États-Unis. J'ouvre mon entreprise à Vegas. On veut faire une expansion. On a deux de nos gros clients qui s'en vont là-bas. La COVID arrive. Tout a changé. Du jour au lendemain, là, mon modèle d'affaires de A à Z a changé. C'est qui est apparu, qui est devenu mon plus gros compétiteur? Non? Amazon. Ah ben oui, c'est clair, ouais, ouais. Écoute, j'avais une boutique, ça vendait, les gens, tout le monde venait chercher leur appareil, accessoires à Apple, les étuis, les pochettes, les fils, les choses comme ça, y compris mon père. Mon père, il était là comme, écoute, il venait tout le temps m'encourager. Puis Amazon a amené une simplicité, le fait de commander, de recevoir à la maison. Même les baby boomers se sont mis là-dessus. Bien, résultat, les ventes ont chuté en boutique. Les gens ont commencé à beaucoup moins, dans le fond, penser à je vais aller magasiner en boutique. Ça va être beaucoup plus simple sur Amazon. Je vais choisir mon choix de couleur et surtout, ils peuvent magasiner le soir à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Ça a été un méga gros choc. Tu sais. Puis je pense juste à d'autres entreprises qui ont dû vivre un choc encore plus brutal que moi. Des petites boutiques, eux autres qui vivent seulement de la vente. Nous autres, on répare, c'est pas super. Le client, même si son téléphone est cassé, Amazon ne pourra pas le réparer. Par contre, il va pouvoir venir me voir pour faire la réparation, puis peut-être que je vais faire une vente croisée. Mais les ventes ont diminué. C'est complètement fou à comparer à ce que c'était avant. Là. Mais, Là, tu fais le lien avec. Attends, je vais bien te suivre. Tu fais le lien avec le fait d'avoir une vision à plus long terme. je t'explique ce que je veux en venir. C'est que si moi, là, j'aurais tout optimisé mon entreprise sur la vente au commerce au détail, ben, puis que je n'étais pas capable de voir qu'est-ce qui s'en venait, ben, j'aurais fait comme oh my God, je me serais planté. Il faut toujours être en mode, dans le fond, de dire écoute, à quoi ça va ressembler dans 6 mois, à quoi ça va ressembler dans un an. Je te donne un exemple. Dès que j'ai vu que la COVID, ça ne marchait pas, que les clients ne pouvaient plus venir en magasin, j'ai tout de suite ouvert un magasin en ligne pour pouvoir faire des ventes en ligne. Mais c'est ça. On ne peut pas rester dans le moment présent de faire comme oh non, il y a la COVID, le magasin est fermé. Il faut être capable de regarder plus loin, de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis le lien que je voulais faire avec toi, c'est que c'est tellement problématique en ce moment parce que les choses changent tellement vite que tu ne peux plus avoir des visions à 5 ans. Il faut que tu aies des visions 6 mois, 1 an, parce que les choses changent vite. On pense juste à l'intelligence artificielle, mais les gens qui ne sont pas capables de se projeter dans 6 mois sont voués à l'échec. On ne peut plus être en mode temps réel. Il faut être en train de voir qu'est-ce qui s'en vient, encore plus dans les boîtes TI. Ça se peut qu'il y ait une technologie qui révolutionne tout. Puis si tu n'es pas dans cette technologie-là, ben, tu t'en vas tu vas prendre la pente descendante. Là. Donc, ça, là, je suis tellement d'accord avec toi. Il faut vraiment être en mode prévention ou être en mode, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Je veux être là-bas, moi, dans 6 mois, sinon, tu manques le bateau. Là. Tu sais, tu parles du AI, là, puis en fait, moi, c'est le sujet que j'entends le plus de mes Oui, clients actuels. Comment j'intègre ça dans mes opérations? Puis ma réflexion, là, premièrement, moi, j'ai pas la réponse. Je ne suis pas un spécialiste AI. On peut aller chercher des outils, mais c'est pas ça la réponse. Puis c'est pas ça que les leaders devraient se poser comme question. Les, les leaders dans n'importe quelle boîte TI, la question qu'ils devraient se poser au niveau du AI, c'est de quelle manière moi j'ai travaillé l'innovation jusqu'à présent, puis de quelle manière mes équipes sont, sont habilitées ou sont autonomes ou sont pour amener des idées d'innovation. Peu importe les idées d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on parle du AI abondamment parce que ça fait peur à beaucoup de leaders. Ça fait peur parce ils veulent pas perdre une opportunité de marché. Ils veulent être dans la game également. oui. C'est ça la peur qu'ils ont. Mais là, ils se disent, OK, comment moi j'intègre ça dans mes opérations? Mais ce n'est pas ça la question qu'ils doivent se poser. La question qu'ils doivent se poser, c'est quel genre de synergie que j'ai mis dans ma boîte jusqu'à présent? Comment j'ai travaillé mes équipes de développement? Peu importe l'innovation qu'ils sont en train de mettre, qu'on voudrait amener, comment je fais en sorte que mes gens eux-mêmes vont amener ces idées d'innovation dans mes équipes? Ça, je le vois très peu aujourd'hui, cette réflexion-là de nos boîtes TI, en se disant, tu sais, est-ce que j'ai seté, est-ce que j'ai mis en place
l'environnement adéquat. Puis quelles sont les pistes de solutions pour faire en sorte que, OK, peut-être que je ne le suis pas, peut-être que, ah non, finalement, j'ai pas tout, j'ai pas tous les critères de succès pour arriver à développer du AI, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour y arriver? Puis qu'est-ce que c'est pas l'idée du siècle, là, c'est pas de dire OK, comment j'intègre tout ça dans mes opérations, c'est comment moi je travaille avec mes équipes. Oui. Ça, cette réflexion-là, je trouve qu'elle est très peu abordée dans la réflexion du AI aujourd'hui. On est vraiment stické sur la technologie, sur ce que ça peut nous apporter, mais très peu dans comment que nous, on peut l'intégrer dans nos équipes. C'est un aparté qui moi me passionne, comme tu vois. Ben oui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que oui, on ne veut pas sauter dans l'AI sans savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon client potentiel. Il ne faut pas sauter au premier venu. On veut vraiment, dans le fond, y aller avec une exploration là, au niveau de what's in it for me, what's in it for my customer, c'est quoi qu'on s'en vient chercher, c'est quoi les dangers, c'est quoi les défis, c'est quoi les formations que je dois faire, c'est qui les fournisseurs qui sont dominants dans les AI présentement, vers où est-ce qu'on veut s'en aller, est-ce que c'est bon pour nous. Je trouve ça intéressant justement que tu amènes l'entrepreneur à réfléchir, à se poser toutes ces questions-là avant de sauter impulsivement dans quelque chose. Oui. Puis là, tu me fais penser tu sais, moi, ce que j'aime, c'est sûr que je travaille sous différentes formes, là, mais ce que je préfère faire, c'est travailler vraiment avec le leader ou l'équipe de leaders. Ça peut être un comité d'opération, ça peut être un comité de direction, ça peut être l'équipe de direction, peu importe comment ils sont structurés à l'interne. Mais je ne travaille pas avec les équipes en soi. Tu sais, j'aime ça, prendre le leader à part, lui faire premièrement, comprendre un peu comment il fonctionne, comprendre la personne elle-même, là, c'est qui cette personne-là ou ces personnes-là, quand je travaille en groupe. Euh, Puis j'aime ça, apporter cette réflexion-là, puis que ce soit lui qui soit porteur du changement ou qui mette en place des idées pour que d'autres personnes dans l'entreprise soient porteuses du changement. Mais que ce ne soit pas Wow. nécessairement moi qui vienne, mon approche, c'est pas ça. Là, j'en ai pas de clients comme ça, là, où j'arrive dans des équipes, puis je dis, OK, ben, on va avoir des brainstorming, puis on va parler, on va faire des ateliers ensemble pour arriver à faire des changements. Je fais pas ça. Je fais ça avec des équipes de direction, mais pour qu'eux soient des porteurs de changement dans leur entreprise. Puis que ce soit eux qui décident aussi les changements au-delà que, c'est pas moi qui va faire ces changements-là dans l'entreprise, puis j'ai pas la prétention de faire ça non plus, là. On a les limites de notre pouvoir. Je suis pas dans l'entreprise, moi. Fait que c'est à eux à faire ces changements-là, mais je les accompagne là-dedans. J'aime beaucoup ton approche, puis ça fait que justement, les gens sont encore plus impliqués. Hey, c'est le patron directement qui a l'idée, puis ça donne une notoriété aussi au patron. Puis en même temps, au niveau des employés, ben, ils vont avoir plus le goût de partager, collaborer. C'est intéressant, j'aime beaucoup ton approche. J'ai une question pour toi. Je voulais savoir, concernant, dans le fond, les équipes de travail, est-ce que tu travailles aussi pour améliorer la synergie entre les équipes, entre les employés? Est-ce que tu as des techniques par rapport à ça que tu vas utiliser? Oui, on fait beaucoup. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait du diagnostic. On regarde comment les équipes travaillent ensemble, quels sont leurs mécanismes de travail, comment on définit, sans rentrer dans la documentation, là, mais comment on définit les rôles et responsabilités de chacun, comment ces rôles et responsabilités-là sont compris de chacun. Dans les synergies d'équipe, puis les modèles ont cette même, là, je réfléchis si vraiment tous les modèles ont ça, là, mais tous les modèles, me semble, là, à peu près, que tous les modèles visent le fait que les rôles et responsabilités de chacun sont compris de chacun. C'est la base. Puis là, on regarde dans l'audit, on regarde. Je fais pas nécessairement des audits, là, mais j'amène le leader à faire des audits ou à réfléchir sur la façon que les synergies sont développées dans son entreprise. Puis on regarde dans les équipes de quelle manière ça s'est apporté, de quelle manière c'est compris par chacun. Puis comment on peut faire en sorte c'est quoi les outils qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les rôles et responsabilités sont mieux compris. Puis là, après ça, ben là, je ne veux pas rentrer dans la complexité
parce que tu me dis, quel outil est-ce que tu as des méthodes ou quoi que ce soit, mais il y a des fois, c'est des frameworks complets qu'il faut amener dans des entreprises. Je travaille présentement avec un client, c'est une agence paragouvernementale. C'est assez complexe, qu'est-ce qu'ils vivent. Ils ont une transformation à l'interne à faire et ça implique divers départements. Ce n'est pas seulement le département avec lequel je travaille, il y a plusieurs départements. Donc là, comment on fait en sorte qu'on va faire une transformation plus globale? Ce n'est pas juste une transformation de l'équipe que je suis en train de coacher ou du leader de l'équipe que je suis en train de coacher. C'était lui, c'est son département, c'est Complet. une entité, mais le changement est plus global et plus holistique que ça. Fait comment on travaille? Puis ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est vraiment en train de travailler le framework global. Fait que là, quand je parle de framework, on va s'inspirer de SAFe, on va s'inspirer parce que là, on est beaucoup dans le scaling quand on parle des multi-équipes, des dynamiques multi-équipes. Donc, on est beaucoup dans le scaling parce que l'entreprise grandit où on travaille avec des modèles un peu plus robustes, un peu plus gros. Là. On n'est pas juste dans les modèles comme du Scrum ou du Kanban. On va vraiment un peu plus loin que ça. Comment on scale, puis comment on fait en sorte que chacun a une bonne compréhension des enjeux, une bonne compréhension des rôles et responsabilités de chacun, puis comment les synergies de communication, les synergies de documentation, comment on travaille les toolbox de chacun, de chaque équipe de développement, ou ce n'est pas nécessairement des équipes de développement, mais des équipes. Point. Fait que c'est dans des dynamiques multi-équipes, ça peut être complexe, Simon. On peut arriver à... je ne le cacherai pas, là, il y a des défis, des changements organisationnels qui mettent 1 an, des fois, à mettre en place. Puis même, excuse-moi, c'est une fin de COVID, on a, des fois, on a à réfléchir ces changements-là, on ne les a même pas mis en place, à réfléchir ces changements-là. Puis moi, j'aime beaucoup la réflexion avec les équipes. Moi, je ne suis pas en silo avec mon leader, tout simple, puis on va réfléchir au changement qu'on va faire au temps X. Je vais l'amener à réfléchir ce changement-là aussi avec ces gens, que le changement vienne de ces gens. Il y a beaucoup de gestion de changement à faire là-dedans. Je ne me dis pas un spécialiste de la gestion de changement, mais bon, je dis ça, mais quand même, j'en ai fait une coupe, fait que oui, on est, on est quand même habilité à faire ça. Et puis, là, je ne t'ai pas dit un autre pan de Deltaïde. On est 4. Oui, je suis solopreneur dans ma branche, mais je me suis allié des gens compétents qui peuvent aussi compenser, puis avec qui on peut travailler ensemble pour brainstormer, pour travailler avec des nouvelles idées. 4 personnes, on est 4 personnes qui ont des backgrounds assez similaires. On est en gestion des opérations. Il y en a un qui est particulièrement en manufacturier, donc qui travaille davantage avec dans des usines, dans des usines manufacturières. Et il y en a un autre qui est davantage en transformation agile, donc qui va davantage travailler ces cultures-là. On a un autre partenaire qui est davantage axé dans les innovations. Fait que quand je te parlais de comment travailler le AI avec nos équipes, bien là, ce partenaire-là, il va beaucoup nous aider dans cette transition-là. Le monde travaille avec moi, mais puis on a chacun notre entreprise, là, on est 4 solopreneurs, mais on est alliés là-dedans, puis on peut s'entraider là-dedans. Dernière question avant qu'on se quitte, Jean-François. Vas-y. Est-ce que tu suggères aux gestionnaires d'entreprise de faire des certifications comme Lean Six Sigma, ITIL? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur apportes, que tu leur dis, regarde, écoute, tu devrais commencer avec ça, ou c'est toi qui fais un peu la formation, dire, regarde, voici le modèle qu'on va appliquer, c'est ça les bases, si tu as des questions, tu me reviens. Comment tu apportes ça au niveau de tes clients? Ah, c'est une bonne question. Premièrement, est-ce que j'encourage à faire des certifications? Moi, j'encourage la curiosité. Fait que si la personne est curieuse, go for it. Il n'y a aucune certification qui est inutile à savoir, là, à avoir. Est-ce que tu fais une certification pour faire une certification? Ça, c'est un peu poche. Moi, j'ai une certification, j'ai une tralée de certifications. Je pense, je sais pas, j'ai 10 certifications,
mais je ne suis jamais allé chercher ces certifications-là dans le but de les exposer. Tout ce que je pense que ça peut ouvrir, ça peut t'ouvrir d'autres horizons, te faire penser. Tu sais, souvent, tu sais, il y a beaucoup de leaders qui ont beaucoup d'années d'expérience, puis ils vont se faire rassurer dans leur méthode de développement, dans leur méthode de gestion, par le fait de ah oui, OK, dans le fond, ce que je faisais, là, c'était exactement ce qu'ils sont en train de me dire dans la certification. Oui, Fait que ça gagne en confiance. Ça fait en sorte que, ben, tu sais, moi, je ne suis pas en train d'improviser en tant que gestionnaire. Mon expérience m'a bien guidé, puis elle me guide bien. Fait que pour répondre à ta question, est-ce que j'encourage? Oui, faites ça. Maintenant, il y en a tellement des certifications sur le marché, laquelle choisir, puis laquelle qui convient le plus, puis laquelle qui va être le plus utile. Je pense que ça mérite quelques discussions, quelques réflexions avec des gens, peut-être comme moi, des gens qui en ont passé oui. plusieurs, qui ont beaucoup de background, puis qui peuvent juste se stimuler en disant, ben OK, tu sais, peut-être que avec les problématiques que tu vis, peut-être que celle qui t'intéresse, c'est peut-être pas celle qui va t'aider le plus. Peut-être que c'est tu sais, je sais pas, moi, une certification en gestion de projet. Tu sais, si tu n'as pas de connaissances en gestion de projet, il y a bien des leaders qui n'en ont pas tant que ça, des connaissances en gestion de projet, des connaissances profondes en gestion de projet. Ben, ça vaut peut-être la peine d'aller suivre ton PMP. Ça vaut peut-être la peine. Tu sais, moi, j'ai pas le PMP, mais j'ai la certification un peu plus basique qui est le CAPM. Ben, c'est plus facile. Je la donne en formation, celle-là, le CAPM. Fait que je suis un formateur du CAPM, mais tu sais, je ne vends pas tant ce service-là. Là. Je le fais parce que j'ai du fun à donner ça. Mais tu sais, si tu ne connais pas les 10 domaines d'expertise en gestion de projet, ben, c'est peut-être cool d'aller lui voir puis d'aller se dire, ben, ah ouais, OK, là, dans le fond, comme, tu sais, quand on me parle mettons, les parties prenantes, ben, il y a toute une réflexion derrière ça. Il y a toute une façon de gérer tes parties prenantes. Il y a toute une façon de. Puis après ça, tu en feras ce que tu veux de ça. C'est toi, là, dans ton environnement de travail, tu prendras ton bagage, puis tu feras ton petit bout de chemin tout seul, si tu veux. Mais tu sais, il n'y a personne qui t'oblige à faire ces techniques-là, mais tu sauras qu'il y a des techniques derrière ça. Tu sais. En tout cas, Jean-François, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est super gentil d'avoir été présent avec nous ce midi. Très généreux, comme je te dis, d'être venu dernière minute, là. Très, très apprécié. Fait qu'on te suit, dans le fond, sur Deltoïde. Fait que tout le monde qui sont sur LinkedIn, là, ajoutez Jean-François à votre réseau de contacts. Restez en contact avec lui. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui en connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau, dans le fond, de la gestion des entreprises. Donc, je pense que tu peux être d'une bonne aide à tous les gestionnaires, dans le fond, et les gestionnaires TI en particulier. Fait un gros merci d'avoir été parmi nous. Puis on se rejoint, dans le fond, demain directement sur LinkedIn à la même heure. Tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui s'appelle François Lavallée. Écoute, tu vas vraiment l'aimer. Lui, il se dit biologiste organisationnel. Donc, lui, il va dans les organisations pour apprendre à savoir comment ils fonctionnent entre eux autres. Donc, c'est vraiment intéressant à ne pas manquer demain. Tu vas bien aimer. Vous pourriez même sûrement travailler ensemble. OK, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Simon, de l'opportunité que tu m'as donnée ce midi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, et bon succès. On te suit sur LinkedIn. Salut tout le monde. Salut, Merci merci Simon. Jean-François. Bye bye. Bye.